On vient de voir donc la destruction du laboratoire de Halley. Maintenant, donc retour à Alfred Giard. Donc, pour rappel, il a été nommé professeur à la faculté des sciences de Lille en 1873, puis maître de conférence à l'École normale supérieure à Paris en 1887, et ensuite, un peu plus tard, professeur à la Sorbonne sur la chaire d'évolution des êtres organisés à la faculté des sciences de Paris en 1892. Et sa première station de Wimereux est rattachée à Lille entre 1874 et 1888, et ensuite à Paris à partir de 1888. Et donc, il était aussi rattaché à l'école pratique des hautes études. Et dans ses rapports à cette école, il faisait la liste de ses publications, il faisait le point sur ses activités pendant l'année, et il faisait remonter également des plaintes et des demandes de financement en disant: «Voilà, j'ai pas assez d'argent, mon financement est trop limité et puis nous n'avons pas assez de place dans nos locaux». Alors pour répondre à ça, à ce problème de place, à un moment, il y a une piste qui a été suivie, c'est la piste du fort d'Ambleteuse. Donc celui-ci a été déclassé en 1890 par un décret signé par le président de la République, Carnot. Ça a été attribué au ministère de l'Instruction publique et l'objectif, c'était une installation du laboratoire d'Alfred Giard. Il y a des plans qui ont été faits. On voit ici un plan, donc de l'intérieur, du fort d'Ambleteuse, réalisé par Louis Bonnier. Alors Louis Bonnier, c'est le frère de Jules Bonnier et Jules Bonnier, donc on voit ici, 4 frères, hein, les 4 frères Bonnier, et Jules Bonnier, c'était le directeur adjoint de la station de Wimereux, c'était l'assistant de Giard, et donc il avait un jeune frère qui s'appelait Louis Bonnier, qui était architecte, dans la mouvance Art Nouveau. On voit aussi, les 2 autres frères, qui étaient en fait, hommes politiques, et le 2e était médecin politique. Et donc si on, juste un petit aparté sur Louis Bonnier, l'architecte. Donc on voit ici une peinture faite par Theo van Rysselberghe, qui est un peintre, connu de l'époque. Il a fait beaucoup de choses, en tant qu'architecte. Il a été architecte en chef de l'Élysée en 1901. Donc dans la mouvance Art Nouveau, on peut voir encore maintenant la piscine de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris. Il a fait une villa, la villa Flé-en-Bleuteuse, qui existe encore, et il a aussi fait une villa pour André Gide, parmi, ses différentes réalisations. Le fort d'Ambleteuse, donc le fait de s'installer dans le fort d'Ambleteuse demandait beaucoup de crédit. Donc le directeur de l'enseignement supérieur, Louis Liard, a demandé au gouvernement 30 000 francs pour l'aménagement du fort. Ça a été refusé. Donc il y a eu une petite attente. Et en 1898, on voit arriver la figure de Maurice Longuety. C'était un industriel à Boulogne-sur-Mer. Il était également scientifique amateur. Donc, Alfred Giard l'a rencontré à Nantes, au congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, en 1898. Ils ont fait connaissance, ils se sont rencontrés ensuite, du côté de Boulogne et Wimereux, et donc, Lonquety, en fait, avait des terrains au bord de la mer, du côté de la Pointe-aux-Oies, entre, Wimereux et Ambleteuse, et il a proposé: «Donc je vous construis un laboratoire et en échange, vous me cédez le fort d'Ambleteuse». Et ils se sont mis d'accord, et donc ce deal, a été mis en place. Alors pour revenir, très rapidement sur Maurice Longuety, donc c'était le demi-frère d'Alfred Bettencourt qu'on a déjà vu auparavant. C'était donc un scientifique amateur, il faisait des observations sur les organismes marins. Il était polytechnicien de la même promotion qu'Alfred Dreyfus, il a d'ailleurs, témoigné à son procès. C'était aussi un héritier industriel, fondateur de la Société des ciments français, de Marle-Lonquety, donc on va voir de nombreuses réalisations de ces, cimentiers. Il possédait, donc toute une zone entre le fort d'Ambleteuse et la Pointe-aux-Oies, qu'on peut voir ici à gauche, donc dans le domaine de la dune, les dunes de la Slack. Il possédait également un champ de course à la Pointe-aux-Oies, qui est devenu un golf en 1907. Hem il a fait construire l'hôtel, Cosmopolite et la station de Wimereux, donc dont on va parler juste à l'instant, et son objectif, c'était en fait de mettre en place sur cette zone, une nouvelle station balnéaire, et il avait construit une ligne, il y avait une ligne de tramway qui était construite entre ce qu'on appelait Aubange et puis Wimereux, donc pour les joueurs de golf, et son objectif, global, donc c'était, un objectif industriel, donc avoir, la station balnéaire, vendre des dunes, le sable, des dunes, de la Slack, avoir un domaine industriel et touristique,
Il voulait profiter du futur pont sur la Manche qui était en gestation et il voulait que donc il y ait un chantier de montage de ce pont qui soit installé en Bleuteuses. Donc on voit ici, une vue, des dunes de la Slac, une vue, actuelle des dunes de la Slac, donc un site préservé, très beau, donc on ne peut que se réjouir, de l'échec des 2 projets, de Maurice Lanquetis d'exploiter, ce sable. Et donc la station s'est construite à la Pointe-aux-Oies en 1899. L'architecte était Louis Bonnier. Donc on voit ici une vue de la construction. On voit ici un dessin, donc une peinture de William, Redver Stark, montrant la marée basse à Vimereux avec une vue orientée vers La Rochette et le laboratoire d'Alfred Jarre sur la Pointe-aux-Oies. Et on voit également des photos montrant, cette station, construite donc, sur la dune, très près de la mer. Donc c'est la station de Vimereux numéro 2, construite en 1899. Elle a été, détruite, dans la Deuxième Guerre mondiale, comme on verra, à l'instant. Donc ici, des gravures de cette station. Il y a un bâtiment, sur la vue en bas, on voit un bâtiment qui a été construit après la mort de Alfred Bettencourt en 1904 et qui abritait un petit musée, montrant les collections, Bettencourt. Donc ici également une vue de ce bâtiment et puis une digue de protection. Donc l'intérieur, ça c'est l'intérieur de cette station. Donc il y avait un aquarium, la maison du directeur, une citerne, un laboratoire pour les chercheurs, des logements. Ça faisait 2500 m², donc 10 mètres fois 19 mètres. Donc ici une vue de l'intérieur. Et donc Alfred Giard, n'en a pas profité, très longtemps puisqu'il est mort en 1908, donc moins d'une dizaine d'années après la construction de cette station. Alors, si on revient sur les réalisations d'Alfred Jarre, donc, on peut voir de nombreuses recueils de ses travaux, donc ses œuvres diverses, donc un recueil de ses articles publiés par ses élèves. C'était donc un biologiste de renom. Il a été académicien entre 1900 et 1908. Il était partisan du transformisme, ou ce qu'on appelait également la transmutation des espèces, par opposition aux gens qui étaient fixistes. Donc, il aimait aussi les controverses, et donc un de ses livres s'appelle Controverses transformistes. Alors, les fixistes, c'est ceux qui pensaient que les espèces n'évoluaient pas. Les exemples étaient Georges Cuvier ou également le professeur d'origine de Giard, qui était Henri de Lacaze-Dutier. Parmi les transformistes, donc certains, suivaient, les positions de Lamarck, qui disait que les espèces évoluent, naissent et meurent et que les changements se faisaient par transmission des caractères acquis. Donc Alfred Jarre, était dans cette mouvance-là et qui est, pas exactement la même chose que l'évolution des espèces proposée par Darwin, mais donc Darwin proposait que les espèces évoluent et le mécanisme était la sélection naturelle. Et donc, Giard était clairement, lamarckien, c'est-à-dire qu'il pensait que les caractères, acquis pouvaient se transmettre, hein. On voit ici un échantillon d'un texte qu'il a écrit. Il a écrit également un chapitre dans, sa leçon d'ouverture de son cours qui s'appelait «Le principe de Lamarck» ou «L'hérédité des modifications somatiques» et la chaire, qu'il a occupée, donc c'est une chaire d'évolution. En fait, les 1ers, occupants de cette chaire étaient des Lamarckiens ou des néo-Lamarckiens, c'est-à-dire lui-même, son successeur Maurice Collery et ensuite, Pierre-Paul Grasset jusqu'en 1967. Alors, il a également été homme politique. Il a été adjoint au maire de Lille. Il a été député de Valenciennes, pendant, 3 ans, entre 1882 et 1885 et à ce titre, il a organisé, la visite de Émile Zola, chez les mineurs. Donc Émile Zola était venu, il habitait, donc il a été guidé en fait par, Alfred Jarre et par son frère, parmi les mineurs pour montrer, leurs conditions de vie et il y avait également une grève à cette époque et donc tout ça a servi, de matériel pour le livre Germinal qui a été publié, un peu après. Alors, Alfred Jarre est également connu maintenant, donc il est un peu oublié au niveau de ses réalisations scientifiques. Il est connu maintenant, par une maladie.
qui est causé par un protozoaire qui s'appelle Giardia intestinalis et qui est responsable d'une maladie parasitaire qui s'appelle la giardose, qui touche également les animaux, hein, les chats et les chiens. Il y a 280 millions de cas chaque année. Donc c'est à peu près 30 de la population dans certains pays en développement. Giard n'a pas travaillé directement sur ce protozoaire, mais c'est un admirateur qui a donné son nom, à cette espèce et qui, finalement donc, ça explique que le nom de la maladie porte le nom de Giard. Donc Giard est décédé en 1908 et son successeur était Maurice Collery, c'était son élève. Il prend la suite à la chaire d'évolution des êtres organisés à la Sorbonne, également la direction du laboratoire qui est associé à la chaire à Paris et la direction du laboratoire de Vimereux. Alors, Maurice Collery est un normalien, c'est un élève de Giard. Il l'a connu comme professeur à l'ANS en 1887. Également académicien à la fin de sa vie, pendant 30 ans, et il a été président de l'Académie des sciences en 1945. Ça a été à cette époque un biologiste de renom en France pendant la première moitié du XXe siècle. Il professait l'évolution, la génétique, mais il était également resté influencé par le néo-lamarckisme. Alors on peut voir, il a publié ses mémoires, on peut voir des explications intéressantes dans ses mémoires. Il dit par exemple que quand il a succédé à Maurice Giard, c'est sur ses épaules que la station zoologique de Vimereux, reposait entre 1909 et 1940. Alors il a tout fait pour la développer, pour la maintenir. Dès le lendemain de sa construction, s'est posé le problème aigu, de la défense du bâtiment contre l'érosion de la plage. Il disait qu'il y a une digue, la digue Carnot, du côté de Boulogne, qui avait été construite. On peut voir le schéma, la photo satellitaire, en bas ici. Les courants vont vers le nord et donc, il explique sans doute à raison qu'en raison de la construction de cette digue, il y a eu moins de sable qui arrivait, du côté de Vimereux et ce qui fait que donc il y a eu, de l'érosion qui arrivait et donc il a dû construire une digue pour, protéger en fait le laboratoire et donc on a déjà vu la digue tout à l'heure, on voit là sur cette photo la digue de protection juste devant le laboratoire. Donc ce qu'il explique aussi, c'est que Maurice Lonquety en 1910, donc qui possédait le terrain entre le laboratoire et l'embouchure de la Slack à Ambleteuse, hein, du côté du fort d'Ambleteuse. Donc Maurice Lonquety a mis en place une digue, qui a rejoint en fait, la digue devant le laboratoire. Donc il explique: «Le danger fut momentanément écarté, mais la digue construite était trop faible et donc tarda pas à offrir des brèches répétées et rapidement élargies». En Au moment de la Première Guerre mondiale, Maurice Lonquety est mort, tous ses projets se sont évanouis et le laboratoire est resté isolé, et donc l'érosion a détruit une partie de la digue. Et donc en fait, sur les photos ici, les photos actuelles, de l'époque actuelle, on peut voir, des restes de cette digue. On voit également que cette digue, est orientée, vers la mer, et ici donc on voit, les restes. Donc là, on voit le moment où, la photo du centre montre la digue, détruite et puis, sur la plage, donc dans le prolongement, on voit des restes de cette digue. Donc si on prend Google Earth, c'est une vue, satellitaire, donc on voit ici, les restes de la digue, hein, au bout des donc la flèche blanche et puis, dans son prolongement, ce qu'on peut voir sur la plage. Alors ici, on dézoome donc on voit les restes de la digue et donc on voit, ces restes qui sont, montrés donc par le trait, le trait rouge ici et on voit donc, l'effet de l'érosion en fait, par rapport à la digue qui, qui au moment de sa construction devait sans doute être, parallèle, à la côte. Alors arrive, la Première Guerre mondiale, donc Vimereux est derrière le front. La ville, de Vimereux abrite de nombreux hôpitaux. Le laboratoire est réquisitionné et il accueille un hôpital australien. On voit sur la carte ici, donc au nord, entouré en rouge, la station qui est indiquée. Hem Et l'hôtel, qui est à côté de la station, l'hôtel du Golfe, est réquisitionné et on peut voir ici sur ce dessin et sur la photo, des ambulances qui stationnent des tentes qui stationnent donc devant cet hôtel.
Ici quelques photos, hein, donc de la zone en question, montrant, l'intérieur des tentes et puis donc les différents hôpitaux qui sont installés et également les conditions assez difficiles au moment de l'hiver. Donc on peut voir un certain nombre, de sources et de reproductions dans l'ouvrage qui a été publié, on peut le voir ici en bas à droite, Wimereux 1914-1918. Alors Maurice Collery, pendant la guerre, ne pouvait pas utiliser son laboratoire. Il a en fait, fait un voyage aux États-Unis en 1916. En 1916, les États-Unis n'étaient pas encore, impliqués dans la Première Guerre mondiale. Donc il fait ce voyage, il visite de nombreuses universités, Harvard également, la Californie. Il découvre les presses universitaires américaines et en retournant en France, ça lui donne l'idée, d'introduire la même chose et il fonde avec plusieurs collègues les PUF, qui existent encore maintenant, les presses universitaires de France, en 1921. Donc les PUF ont publié, également les séries Que sais-je? Maintenant, on en est à quelques milliers d'exemplaires des Que sais-je qui existent également et Maurice Collery a publié, en fait, a écrit le 1er, numéro des Que sais-je? Qui s'appelle Les étapes de la biologie, qui ont été publiées, en 1946. Il voit ici une reproduction, 1964 d'une réédition de ce Que sais-je numéro 1. Alors, que devient le bâtiment dans les années 1920-1930? Donc Maurice Collery explique qu'il a retrouvé la possession du laboratoire début 1921. Il avait pu l'agrandir, déjà en 1913 avant la guerre. Ensuite, en 1922, il a fait une extension de l'aile nord pour une salle à manger. Entre 1923 et 1925, il a installé une circulation d'eau de mer dans le bâtiment avec, l'installation, de réservoirs sur le toit. Hem, il a également installé l'électricité et le gaz, la construction d'une aile sud entre 1929 et 1930, des locaux pour le musée, des chambres pour les étudiantes et finalement, il avait 2 embarcations échouables sur la plage qui étaient ensuite remontées et stockées dans un hangar sur la digue. On peut voir sur les photos, même si elles sont d'assez mauvaise qualité, on peut voir, ce hangar. On le voit mieux ici sur le dessin de Vaillant, donc le hangar et également sur la photo qui est montrée ici, donc c'est une photo de 1930. Donc en 1930 enfin dans les années 30 à la mort de Maurice Lonquety, madame Lonquety, donc son épouse vend les terrains qui sont au nord de la station. À un moment, il y a eu un projet d'avoir une usine d'extraction du magnésium de l'eau de mer et finalement ça a été abandonné. C'est un projet qui a été stoppé, par la guerre. Donc on voit ici quelques photos, de Maurice Lonquety avec ses étudiants, datant des années 30. Une de leurs occupations, c'était d'aller, ce qu'ils appelaient faire, la marée, c'est-à-dire, aller, sur l'estran, chercher des animaux. Donc c'était des étudiants de la Sorbonne. Il y avait aussi des chercheurs et des étudiants belges de Gand, de Liège, de Bruxelles. Ils recevaient une subvention annuelle de Belgique jusqu'en 1940 et il y avait aussi des chercheurs et étudiants de Genève qui venaient régulièrement. Alors il avait également, Maurice Lonquety, le laboratoire parisien associé à la chaire d'évolution, de la Sorbonne. Alors on peut voir une source un livre qui s'appelle Alfred Giard et son œuvre, hein, publié en 1910, qui indique que Giard fréquentait très peu les locaux de ce bâtiment, parce à l'origine, le laboratoire, parisien était, du côté de la rue d'Ulm, mais il y avait pas beaucoup de place et Maurice Collery finalement a réussi à avoir des crédits, pour, construire un autre bâtiment. Donc il a trouvé ses crédits en 1912, mais à cause de la Première Guerre mondiale, il y a eu, les travaux ont été différés et finalement il a pu installer son laboratoire en 1923 au 105 dans des nouveaux locaux au 105 boulevard Raspail. On peut voir ici, encore, les inscriptions sur le bâtiment donc à la même adresse. Ce ne sont plus des laboratoires, de biologie, mais on voit encore les inscriptions Université de Paris, laboratoire d'évolution des êtres organisés et donc il avait une zone d'expérimentation, des bassins pour les animaux aquatiques, une serre, des terrariums, des chambres d'élevage, une terrasse sur le toit donc et en revenant à la station de Wimereux,
Maurice Collery, donc dans un article, explique, «Mort de la station au champ d'honneur, sacrifiée au mythe du mur de l'Atlantique». Donc d'abord, l'assistant qui travaillait a dû, évacuer en 1939. Ensuite, en 1940, il y a une mine sous-marine qui a explosé et qui a détruit une partie du laboratoire. Puis, le gardien qui malgré tout est resté encore dans les locaux a dû, a été expulsé et la station a été occupée par l'armée allemande et ensuite, en décembre 1942, l'armée allemande a fait sauter le bâtiment, hem, parce qu'en fait, c'était un obstacle pour la ligne de tir de pièces qui était, placée à l'arrière et donc, comme, Collery l'explique, donc telle a été la fin brutale d'une construction qui représentait des efforts, sur plus de 30 années. On voit, quelques restes, sur la plage là, donc qui proviennent sans doute de de ce bâtiment. Alors, on peut se poser la question, où se situe précisément le laboratoire de la Pointe-aux-Oies, donc qui a existé, je rappelle entre 1899 et 1942. Alors pour ça, tout à l'heure, j'ai indiqué qu'il y avait la digue de Lonquety, donc qui n'est plus, parallèle au rivage, hein. On peut voir ici et si on dézoome, on voit cette digue ici et on voit donc qu'il y a une rotation en fait du rivage parce que sans doute que la digue qui était ici, en rouge, a été construite, parallèle au rivage. Donc on voit qu'il y a une un peu d'accrétion au nord et puis qu'il y a eu, de l'érosion, au sud et donc on peut penser en fait comme le sud de la digue, était, proche de la station numéro 2, on peut penser que la station numéro 2 était sur une zone qui, n'existe plus maintenant et qui, a été rattrapée par l'érosion. Alors, il y a un autre argument, qui va dans le même sens. Donc, si on rappelle, il y a il y a ici, il y a l'hôtel Cosmopolite, et du Golfe. Il s'appelait Hôtel Cosmopolite et du Golfe de la Pointe-aux-Oies, qui était tout près de la station. On voit ici une photo de l'époque où donc on a au premier plan l'hôtel Cosmopolite, ensuite un bâtiment inconnu que j'ai appelé bâtiment X et au fond le laboratoire. Ici, on a une autre vue qui montre également cet hôtel cosmopolite, le bâtiment au milieu et le laboratoire un peu derrière. Et donc sur une, photo aérienne de 1929, on peut deviner l'hôtel cosmopolite, le bâtiment X et le laboratoire un peu plus au nord. On voit surtout l'ombre du laboratoire et on voit la structure carrée, donc on peut raisonnablement penser que qu'il s'agit ici du laboratoire. On peut marquer donc, c'est le zoom ici, et oui, on voit ici qu'en 1946, sur une autre photo aérienne, tous ces bâtiments, n'existent plus, hein, en raison des bombardements et on peut marquer donc le trait de côte de 1929 en ligne pointillée jaune et superposé avec une vue, Google Earth, actuelle et donc si on superpose de façon progressive en, identifiant, en fait, en superposant les routes puisqu'on peut voir que, les routes ici sont restées, les mêmes et donc progressivement, on voit apparaître le parking de la Pointe-aux-Oies, la zone où était l'hôtel Cosmopolite, c'est en fait le terre-plein qui est devant le parking et le laboratoire de Giard, est sur une zone sur la plage, donc qui a été rattrapée par l'érosion. Donc la partie dunaire au nord immédiat a fortement évolué. L'ancien laboratoire est situé maintenant donc sur la plage suite au recul du trait de côte. Et donc sur cette vue ici aérienne, comparée à une vue par drone, on peut voir où se trouve le laboratoire et donc la même vue aérienne, par drone, mais à marée basse. On voit donc l'emplacement présumé du laboratoire sur la plage et un peu à droite, on voit quelques restes qui pourraient, tout à fait correspondre, à des restes de la digue qui a été construite pour, protéger le laboratoire. Et donc, à cet emplacement, on voit que donc quelques structures et quelques, restes, qui correspondent, probablement, aux restes de cette station numéro 2.